C'est la nouvelle panacée, la solution pour perdre du poids, pour booster son métabolisme, pour soigner le cancer et même rajeunir. Vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui, on parle jeûne intermittent. Bienvenue sur La vie en 2.0, le podcast qui discute les méthodes, les procédures et les outils pour optimiser votre vie au quotidien. Je suis le docteur Cyril Pernet, je suis neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Ce que je présente ici est séparé de mes activités de chercheur et d'enseignement. Mon but est d'utiliser mon expertise pour analyser et synthétiser les informations scientifiquement prouvées pour améliorer mon quotidien, pour améliorer votre quotidien. Merci par avance de liker et de partager cet épisode ou généralement mon podcast avec vos amis. Cela aide à grandir la chaîne. Pour comprendre les effets du jeûne intermittent, il faut d'abord comprendre le métabolisme et en particulier les sources d'énergie, sucre ou gras. L'idée de ce podcast, c'est de présenter les résultats scientifiques observés durant les périodes de jeûne de 16, 24 ou 36 heures. Cela correspond par exemple à des jeûnes du soir au lendemain midi, 16 heures, du soir au lendemain soir, 24 heures, ou encore du soir au surlendemain matin, 36 heures. Avec ces informations, vous pourrez alors décider si vous voulez jeûner et surtout pendant combien de temps. Je ne discute pas ici des jeûnes plus longs qui ont d'autres effets démontrés scientifiquement. On reste sur les périodes relativement courtes. Le prochain podcast parlera également du régime cétogène qui complémentera les informations présentées ici en ce qui concerne l'utilisation du gras comme source énergétique. Alors, que se passe-t-il dans notre corps lorsqu'on arrête de manger? Entre 0 et 4 heures, il s'agit de la digestion et l'absorption des nutriments. Ce qui concerne les glucides, ils sont décomposés en glucose qui sera absorbé dans le sang. Le pancréas va libérer de l'insuline pour permettre au glucose d'entrer dans les cellules, les muscles, le foie et le cerveau. En termes de stockage, le foie et les muscles stockent le glucose sous forme de glycogène et l'excès est converti en graisse. Entre 4 et 12 heures après le repas, on va utiliser le glycogène, c'est-à-dire que lorsque le glucose sanguin commence à baisser, le foie va libérer du glucose en dégradant le glycogène stocké. Il y a une baisse progressive de l'insuline, le pancréas réduit la sécrétion d'insuline et la production de glucagon augmente. Enfin, il y a un début de lipolyse, c'est-à-dire que les graisses commencent à être décomposées pour fournir de l'énergie. 12 heures à 24 heures après le repas, il y a un épuisement du glycogène hépatique. Donc après ce dernier repas, entre 12 et 18 heures, les réserves de glycogène sont presque épuisées. Le foie va commencer à fabriquer du glucose à partir des acides aminés, c'est-à-dire les protéines musculaires, mais aussi du glycérol qui est issu des graisses. Comme en parallèle, on a une augmentation de la lipolyse, c'est-à-dire qui utilise des acides gras pour produire de l'énergie. Et enfin, le foie commence à produire des cétones. Lorsque la graisse est décomposée, le foie produit ses dérivés, l'acétoacétate, le bêta-hydroxybutyrate et l'acétone. L'acétone qui est expiré ou bien euh, qui s'en va dans les urines. Mais ce bêta-hydroxybutyrate en particulier peut être utilisé par le cerveau et les muscles. De 24 à 36 heures après le repas, il y a une accélération de la cétogénèse. Le foie augmente la production de cétone pour compenser la baisse de glucose. Il y a une diminution de la dégradation musculaire, c'est-à-dire que le corps protège mieux les protéines musculaires en utilisant les cétones comme source d'énergie. Et évidemment, on a une insuline qui est très basse, mais un taux de glucagon élevé. Et cette insuline très basse, elle-même favorise la mobilisation des graisses. Avec cette information,
Vous pouvez maintenant commencer à choisir quel type de jeûne faire. Si le but, c'est surtout de travailler sur la sensibilité à l'insuline, alors clairement, un jeûne de 16 heures, ça suffit. Mais si le but, c'est aussi de rentrer en cétose pour mobiliser les graisses, alors il faut de 24 heures à 36 heures. Enfin, améliorer sa sensibilité à l'insuline, c'est bon pour le diabète, la pression artérielle et l'inflammation chronique. Également, la régulation de son poids, mais disons, heu, de façon, à long terme, parce qu'on a une meilleure sensibilité à l'insuline. Par contre, entrer en cétose, c'est également bénéfique, donc là avec des jeûnes plus longs, 24 à 36 heures, pour non seulement réguler sa sensibilité à l'insuline, mais plus généralement pour l'utilisation des sucres et accroître sa lipolyse. Donc commençons avec des jeûnes de 16 heures. À partir de 16 heures, on va activer l'autophagie, mais l'autophagie sera maximale après 24 voire 48 heures. Et c'est une des raisons pour laquelle on veut faire du jeûne. L'autophagie, c'est le processus cellulaire où les cellules recyclent et éliminent leurs composants endommagés pour maintenir un bon fonctionnement. C'est essentiel pour la longévité et la prévention de certaines maladies. Quand on a une insuline élevée, ça bloque l'autophagie. Donc quand on jeûne, l'autophagie est facilitée. De la même façon, l'enzyme mTOR, qui est un capteur de nutriments, est activé après un repas et inhibe l'autophagie. Donc, le jeûne facilite l'autophagie en agissant sur mTOR. mTOR, ça veut dire Mechanistic Target of Rapamycin. Pour les curieux, rapamycin, c'est une molécule découverte en 1972 sur l'île de Pâques qui se dit Rapa Nui, d'où le nom rapamycin. C'est utilisé lorsqu'on fait des greffes d'organes car cela inhibe mTOR qui ralentit la réponse immunitaire et donc évite le rejet. L'entraînement intensif, surtout à jeun, déclenche aussi l'autophagie musculaire et hépatique. La façon dont ça fonctionne, c'est que l'exercice va augmenter l'AMPK, qui est une enzyme qui détecte le manque d'énergie, qui va inhiber mTOR et donc favoriser l'autophagie. À noter également qu'après 24 heures, lorsqu'on rentre en cétose, il vaut mieux faire un sport d'endurance du type zone 2 qui va mobiliser les graisses pour obtenir de l'énergie. La musculation, par exemple, est un sport en général qui est plus explosif et qui repose donc essentiellement sur le glycogène. Bien qu'on puisse faire de la musculation en termes de performance, c'est pas idéal de s'entraîner en état euh, de manque de glucose. Il y a aussi un complément alimentaire qui peut être utile pour contrôler et faire baisser son insuline, c'est la berbérine. La berbérine, ça fonctionne comme le metformine, qui est un médicament antidiabétique. Ça active la MPK et donc inhibe mTOR. Comparons maintenant les différents types de jeûnes intermittents qui ont été étudiés. Il y a 3 types. Il y a la version très populaire qu'on a sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est assez facile à suivre, qui est l'alimentation sur une période de temps restreinte. Donc typiquement, on se dit: «Ah, je ne mange que pendant 8 heures» et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de grignotage le soir, on passe le petit déjeuner et donc ça nous donne environ 16 heures de jeûne. Il existe aussi une autre approche qui est le jeûne alterné, c'est-à-dire de jeûner un jour sur 2. Enfin, il y a un jeûne du type 5-2, c'est-à-dire où on fait 2 jours de jeûne par semaine. Compte tenu de ce que j'ai présenté avant, c'est évident que si le but c'est de rentrer en cétose et par là même de perdre plus de gras, alors l'approche de 8 heures dans laquelle on mange et 16 heures dans laquelle on ne mange pas, ce ne sera pas suffisant. Une méta-analyse de Pasquale et collaborateurs, qui a été publiée en 2023, démontre que l'approche la plus efficace, c'est le jeûne alterné, un jour sur 2, juste devant les régimes classiques, où on restreint son total calorique journalier. Mais avec une toute petite différence.
Donc quand il s'agit de simplement de perdre du poids, mon interprétation, c'est que le jeûne alterné, en fait, ça permet simplement d'avoir à la fin de la semaine une quantité calorique plus faible et donc du coup, on perd du poids de la même façon que quand on fait un régime classique. Il y a une autre analyse, méta-analyse qui a été publiée en 2024 par Shore et collaborateurs qui conclut aussi que le jeûne n'est pas plus efficace pour perdre du poids que le régime traditionnel. Par contre, le jeûne a un effet plus fort sur la réduction du gras. Donc comme le gras, ça pèse moins lourd en général que le muscle, ça veut dire que pour la même quantité de poids dont on perd, ben on perd beaucoup plus en termes de gras. Donc l'avantage au jeûne, parce que, ça entraîne une meilleure recomposition corporelle. D'ailleurs, dans cette analyse, il montre également que seul le jeûne alterné, donc un jour sur 2, améliore les marqueurs métaboliques liés à l'insuline. Si je résume, le jeûne intermittent, surtout le jeûne alterné, utilisé pour perdre du poids, oui, ça marche, mais pas mieux qu'un régime classique. Il a toutefois 2 avantages. C'est assez facile à suivre puisqu'on mange normalement en termes de quantité, un jour sur 2, et la composition corporelle est améliorée par rapport au régime traditionnel. Le jeûne intermittent au-delà de la perte de poids. Les études menées sur les animaux et les humains ont montré les bienfaits du jeûne intermittent ne résultent pas simplement d'une réduction de la production de radicaux libres ou d'une perte de poids. Le jeûne intermittent, ça suscite des réponses cellulaires adaptatives qui améliorent la régulation du glucose, qui augmentent la résistance au stress et suppriment l'inflammation. Pendant le jeûne, les cellules activent des voies qui éliminent ou réparent les molécules endommagées, c'est l'autophagie, comme j'en ai discuté, mais aussi des voies qui renforcent les défenses intrinsèques contre le stress oxydatif et métabolique. En soi, les résultats suggèrent que le jeûne intermittent a des effets anti-vieillissement positifs. Une étude sur des rats, assez vieille c'est vrai, mais une étude a montré qu'en jeûne alterné, on peut augmenter la vie de ces rats de 80%. Absolument incroyable. Il y a aussi de nombreuses études qui ont été publiées qui montrent, l'effet du jeûne sur différentes maladies. Il y a des effets positifs, dans les maladies inflammatoires et métaboliques, évidemment, telles que l'obésité, le diabète ou le foie gras. Il y a aussi des effets positifs sur la santé cardiovasculaire avec une réduction de la pression sanguine, des triglycérides ou du cholestérol. Et il y a aussi des résultats encourageants observés dans le traitement et en complément d'autres thérapies pour les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le jeûne et plutôt le jeûne assez, long, donc 36 heures, c'est-à-dire quand on rentre en cétose, ça stimule les facteurs neurotrophiques dérivés au cerveau et donc même chez les gens en bonne santé, on peut observer des bénéfices sur la mémoire et l'apprentissage, qui sont en général sur la plasticité cérébrale. Les effets positifs ont également été observés dans le traitement de différentes formes de cancer, soit directement ou en améliorant les effets de la chimiothérapie. Évidemment, si vous êtes malade et que vous voulez utiliser le jeûne intermittent, il faut en parler à votre médecin. J'ai mis toutes les références dans les show notes. C'est toujours un bon point de départ pour discuter cette option, mais surtout ne faites jamais ça par vous-même, sans supervision médicale. Merci d'avoir regardé et d'écouter le podcast. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne sur YouTube ou sur votre app favorite, Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. Toutes les sources scientifiques utilisées sont disponibles dans les show notes, en lien sur YouTube ou le site web. Et sur YouTube, vous pouvez aussi laisser un commentaire ou des idées de sujets que vous aimeriez que je traite. Cela aide aussi au référencement.